Sachez que tous les GAFA font appel au système de cybersécurité de Thales. 95% de l'argent du monde est sécurisé par Thales. Si vous voyez votre compte en ouvrant votre ordinateur et non pas une demande de rançon ou un petit mot de Daesh, c'est grâce à Thales qui s'occupe de sécuriser les systèmes. Et c'est extrêmement difficile parce qu'il y a des attaques permanentes. 2 milliards de personnes dans les avions sont sécurisées aussi par Thales. Donc c'est une entreprise qui a pris une position exceptionnelle au niveau mondial sur la sécurité des systèmes de transport, d'argent, d'avions et aussi défense. Alors ça a des contreparties, c'est un leadership haut, c'est qu'ils ont un besoin cruel d'embaucher. Par exemple, Laurent, là que vous allez voir, lui, pour sa propre équipe, il a besoin de 850 ingénieurs en cybersécurité. Cette année, sur sa division à lui, c'est plus qu'ils n'en sont formés aujourd'hui dans nos écoles et nos universités. Et lui-même, je vous disais, tout seul, Thales embauche à peu près 3 fois plus de gens de la haute technologie que toutes les startups de la tech à Paris. Vous voyez, 2 avions sur 3, 80% des sécurisations des transactions bancaires, des plus grandes banques du monde. Pareil pour les lignes de transport, pareil pour les GAFA, ils n'en parlent pas trop, mais c'est eux qui sécurisent aussi les GAFA. Donc c'est une entreprise exceptionnelle, 20 000 brevets, beaucoup de recherche, une de nos plus belles entreprises. Alors vous savez que c'est le salon du Bourget en ce moment. Donc Laurent, qui est très impliqué, m'a dit il faut absolument que j'aille négocier quelque chose au Bourget. Donc on l'a filmé, on allait voir vendredi, il répond à nos questions spécialement pour là. Donc je vous montre ce qu'il nous dit. Alors j'ai posé 2 questions. La première, c'est par rapport à la concurrence mondiale, GAFA, Chine, etc. Quelle est la position de l'Europe? Est-ce qu'elle a une position à garder et en général sur ces technologies de l'information et notamment sur la cybersécurité? Et une seconde qui porte sur et les talents. Est-ce que vous trouvez les gens? Est-ce qu'on en forme assez? Est-ce qu'il y a un conflit? Comment vous faites pour les garder? Parce que sachez que les grands de ces secteurs-là, il y a des contrats qu'ils ne peuvent pas prendre faute de troupes. On en est là. Et puis la défense a besoin de beaucoup de gens aussi. Donc en ce moment, ça recrute extrêmement fortement pour la cybersécurité. C'est très dur pour l'appareil de formation de se mettre en phase en temps réel. Il faut 7 années pour former un ingénieur. On ne peut pas dire j'en aurai plein la semaine prochaine ou alors formation bidon. Donc Romain, si tu peux envoyer le... Donc vous allez avoir la présentation qui nous est faite par Laurent aux 2 questions qu'on lui a posées pour cette conférence. Est-ce que l'Europe est dépassée par les États-Unis et les Chinois? Force est de reconnaître un certain nombre de choses. D'abord, la taille, évidemment, du marché chinois, qui est absolument gigantesque. La taille du marché américain aussi, un marché totalement unifié, et dans lequel, bien sûr, on a vu l'explosion de très, très grands acteurs que sont les GAFA. Mais en Chine aussi, des géants comme Alibaba ou d'autres. Est-ce qu'on a des acteurs de taille comparable en Europe? Il faut reconnaître que non. Pour autant, je ne crois pas du tout que l'Europe soit dépassée sur le plan de la technologie, sur le plan de l'innovation. Si on prend l'exemple de la cybersécurité, l'Europe se situe à la pointe dans le domaine et sur plusieurs volets. D'abord, il y a un volet législatif et administratif. Je pense que l'Europe a pris un certain nombre d'initiatives. On peut parler par exemple de l'initiative NIS ou l'initiative en France sur la protection des données personnelles, le règlement général pour la protection des données, qui font honneur à nos institutions et qui sont un exemple pour le monde. C'est Guillaume Poupard d'ailleurs, le directeur de l'ANSSI, qui disait la France et l'Europe ont un rôle historique à jouer pour justement prévenir le surgissement d'un Far West numérique. C'est bien ça dont il est question aujourd'hui. La protection des données du citoyen, en particulier face à une cybermenace qui explose, est très probablement un de nos enjeux sociétaux majeurs. Surtout à l'heure où les réseaux sociaux pullulent et on connaît l'attirance qui suscite chez en particulier les plus jeunes. Donc je ne crois pas que l'Europe soit dépassée sur le plan législatif. Au contraire, je pense qu'on est en avance. Dans l'Europe, il me semble que la France est en avance aussi. Notre Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en matière de cybersécurité joue un rôle tout à fait majeur et plusieurs pays s'inspirent de ce qu'on a fait en
en France avec l'ANSSI pour mettre en place des organismes comparables, non seulement en Europe, mais dans d'autres pays, des pays comme Singapour, où je pourrais en citer plusieurs, prennent l'exemple sur ce que fait la France en matière de sécurité des systèmes d'information. Donc on est plutôt un phare, me semble-t-il, sur un certain nombre d'initiatives qui ont été prises. Je pourrais citer le projet Sparta. Je pourrais citer aussi des initiatives qui sont non pas sur le plan législatif, mais sur le plan du rayonnement de notre cybersécurité dans le monde. Le Forum international de la cybersécurité à Lille est devenu un des événements phares européens et même du monde sur la cybersécurité, avec un retentissement qui est considérable. Et non seulement un salon, mais au-delà de ça, l'organisation de façon régulière de rencontres, de forums de discussion, etc. Donc on n'est pas à la traîne sur ce plan-là, on n'est pas non plus du tout à la traîne sur le plan de la technologie. Si je prends la cybersécurité, on a en Europe des acteurs qui sont parmi les leaders mondiaux. Je crois que Thales, par exemple, peut citer mon entreprise, est leader mondial aujourd'hui de la protection des données, avec les gammes de produits de Gemalto, SafeNet et puis Thales eSecurity. Et je crois que c'est unanimement reconnu. Or, la protection des données, c'est, je dirais, le cœur peut-être aujourd'hui de la défense contre la cybermenace, surtout à l'heure de l'explosion des ransomware. On a vu aujourd'hui que ce type d'attaque pullule. Encore récemment, la ville de Baltimore quasiment paralysée par une attaque de ce type-là. Bon, il est évident qu'à partir du moment où les données sont chiffrées, quelqu'un qui en tout cas voudrait mettre la main sur ces données-là ne pourrait rien en faire à partir du moment où il n'aurait pas les clés de chiffrement. Donc la protection des données, c'est un sujet absolument clé. Et c'est un exemple de sujet sur lequel l'Europe est leader. Je peux citer aussi d'autres sujets que la cybersécurité, l'intelligence artificielle, par ailleurs un sujet sur lequel Thales a énormément investi. Il y a un projet en Europe qui s'appelle AI for EU, l'intelligence artificielle pour l'Union européenne. 80 industriels regroupés sous la bannière de Thales pour mettre en place les solutions du futur en matière d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est une autre technologie de pointe. Je pourrais citer le big data, je pourrais citer la connectivité, la mobilité, sur ces 4 piliers technologiques que sont donc l'Internet des objets, la connectivité, le big data analytics, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. C'est 7 milliards que Thales a investi ces dernières années, donc c'est évidemment tout à fait considérable et nous sommes loin d'être les seuls à investir sur ces sujets. Donc en réponse à votre question initiale, je ne crois pas que l'Europe soit en retard, en tout cas du point de vue de la technologie et du point de vue de l'innovation. Par contre, il est vrai que le marché européen aujourd'hui, par rapport à d'autres marchés, n'est peut-être pas le premier mondial et que c'est pas là non plus qu'on trouve forcément les plus grands acteurs. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne soient pas les plus performants dans certains domaines, en particulier, je crois, la cybersécurité. Au sujet de la guerre des talents, parce qu'on peut parler de véritable guerre des talents, je crois qu'il faut voir les choses en face. On a aujourd'hui, dans le contexte général de la digitalisation du monde dans lequel nous vivons, une certaine pénurie de talents en mathématiques, en algorithmie, en informatique d'une façon générale, et plus particulièrement dans certains domaines de l'informatique qui explosent, comme l'intelligence artificielle, comme le big data analytics, comme le cloud ou comme la cybersécurité. Donc, y a-t-il les compétences dont le marché a besoin en Europe aujourd'hui? Je crois qu'il faut être clair, la réponse est non. Des études récentes montrent ou prétendent qu'en 2022, il manquera environ 350 000 ingénieurs dans les disciplines que je viens de citer. Donc on a un véritable problème. Bon, j'ajoute que il y a un grand nombre d'étudiants qui sont formés en Europe qui choisissent d'avoir une partie de leur parcours en dehors de l'Europe et d'aller exercer leur talent aux États-Unis par exemple ou dans d'autres pays à l'extérieur de l'Europe. Ceci dit, le contraire est très vrai aussi. On voit beaucoup d'étudiants venus de pays comme la Chine ou d'autres qui viennent se former en France et beaucoup de pays étrangers qui s'appuient sur les compétences de la France pour se former et acquérir des compétences dans ces domaines qui sont des domaines de rupture. Donc,
C'est une guerre. Aujourd'hui, une guerre qui se joue sur deux sujets. Le premier sujet, c'est le sujet de la formation, et c'est un véritable sujet en soi. Et le deuxième volet de cette guerre, c'est le recrutement et la rétention des talents. Et j'insiste sur la rétention parce que le recrutement est évidemment un problème clé auquel beaucoup d'industriels, dont Thales, sont confrontés aujourd'hui. Mais la rétention de ces talents dans la durée est aussi un véritable enjeu. Un véritable enjeu. Alors, plusieurs remarques sur ce sujet. D'abord, pour ce qui est de la formation. Bon, un grand nombre d'écoles aujourd'hui, d'écoles, d'universités, etc., ont réalisé le défi de former suffisamment de nouveaux talents dans des nouvelles disciplines et offrent des formations de plus en plus spécialisées sur des domaines de pointe que sont la cybersécurité notamment, mais aussi l'intelligence artificielle ou le big data. Par ailleurs, nous les accompagnons. Thales est très présent dans les écoles, très présent sur un certain nombre de forums. Par exemple, faisons partie du groupe de pilotage des formations sur la cybersécurité en France. Le label, et là aussi vous voyez que l'ANSSI a un rôle particulier, qui est un label qui s'appelle SecNumEdu. Donc c'est un label qui caractérise justement les formations en cybersécurité et qui est délivré par l'ANSSI. Thales est très présent aussi dans un certain nombre de chaires. Nous sponsorisons au moins 2 chaires majeures de cybersécurité en France, l'une à Saint-Cyr et l'autre en Bretagne sur la cybersécurité des systèmes navals. Donc on s'investit beaucoup, nous aussi, pour justement aider à former plus de gens, et surtout des gens de meilleur niveau sur les sujets clés qui sont les nôtres, en particulier la cybersécurité. On est très présent de toute façon aussi au niveau local, par exemple en Bretagne. Vous savez qu'il y a un pôle d'excellence sur la cybersécurité en France qui se trouve en Bretagne. Thales y est un des acteurs majeurs, avec notamment une présence géographique sur plusieurs sites, en particulier à Rennes, mais aussi à Nantes, à Brest. Donc être sur le terrain et au plus proche à la fois des besoins et des viviers de formation des écoles nous permet d'accompagner le mouvement. Ce que je voudrais dire, c'est que, pour illustrer mon propos de tout à l'heure sur le rôle particulier de l'Europe et en particulier de la France, en tant qu'élément moteur de la prise de conscience sur la cybersécurité dans le monde, il y a des illustrations très concrètes. Nous avons également ouvert une chaire de cybersécurité à l'université du Qatar. Donc le seul moyen, et je crois que c'est ce que nous faisons, le seul moyen de faire en sorte que cette pénurie elle soit de talent, elle soit raisonnable et en tout cas qu'elle ne nous handicape pas trop dans notre croissance, c'est d'accompagner les écoles, les universités, les labos, en tant qu'industriels, dans les efforts de formation, en sponsorisant des chaires, en finançant des projets, comme nous le faisons. Donc ça, c'est sur la partie formation. Et puis, il y a le deuxième enjeu que j'ai cité en préambule et qui me semble absolument vital, qui est celui de la rétention. Parce qu'en fait, le risque, au-delà de la formation et du recrutement, c'est évidemment que les talents viennent se former et puis qu'ils partent. Donc, il faut, je crois, prendre ce sujet très au sérieux. Or, nous sommes aujourd'hui confrontés à une génération qui a un rapport au travail qui n'est pas le même que celui de la génération précédente, dont je fais partie. Les gens sont, je crois, beaucoup plus conscients qu'ils ne l'étaient précédemment de leur valeur sur le marché du travail, de leur employabilité et de la nécessité absolue qui est la leur de rester à la page, si j'ose dire, sur les évolutions technologiques, parce que ces évolutions s'accélèrent. Donc on a des gens qui sont assez exigeants
on va dire, sur le contenu de leur travail. Et ils exigent deux choses. D'abord que le contenu du travail les intéresse, parce que c'est leur motivation principale que de faire des choses qui les intéressent, mais au sens, j'irais jusqu'à dire, qui les amusent, hein. Voilà, auxquelles ils prennent du plaisir. Donc ça, c'est la première notion. Et la deuxième, c'est les collaborateurs. Les collaborateurs accordent beaucoup d'importance au fait que leur travail leur permet de continuer à augmenter leur niveau de compétence et donc à garantir leur employabilité dans un contexte où les technologies évoluent très rapidement et où s'ils ne restent pas accrochés aux derniers progrès technologiques, ils vont se retrouver en décalage par rapport au marché du travail. Donc ce qu'il faut pour retenir les gens, c'est deux choses. D'abord, prêter attention à leurs attentes et surtout organiser des parcours de carrière, des véritables parcours de carrière dans lesquels on fait tourner les gens pour qu'ils puissent acquérir des compétences multiples et continuer à progresser en matière d'expertise et en matière de compétences techniques. Ça, on ne peut le faire que si on a une masse critique. Et pour nous, Thales, c'est possible parce qu'on a un tel éventail de possibilités, de sujets techniques ou de rôles à tenir dans l'entreprise, y compris par exemple sur des sujets comme la cybersécurité, qu'on est capable dans cet éventail d'organiser des véritables parcours de carrière avec des gens par exemple, pour être très concret sur la cybersécurité, qui vont rentrer en étant par exemple hackers éthiques ou faire des tests de pénétration, puis qui vont évoluer vers l'audit, l'accompagnement des clients dans leur politique de cybersécurité, puis ensuite sur des services de cybersécurité, par exemple de surveillance à partir de nos SOC, nos centres de supervision de cybersécurité, puis faire des produits, du chiffrement de données, de la protection des réseaux, etc., etc., des équipes d'intervention en remédiation en cas de crise. Il y a beaucoup de métiers, énormément de métiers, et on peut, et on le fait d'ailleurs, faire tourner les gens, ce qui permet d'ailleurs, du coup, d'avoir aussi beaucoup plus de synergie entre ces activités, parce qu'en organisant ces parcours de carrière, évidemment, on a des gens, des collaborateurs qui ont un vécu tels qu'ils comprennent non seulement ce qu'ils ont à faire, mais l'écosystème dans lequel ils s'intègrent et donc la manière dont ils doivent travailler avec les autres. On peut aussi, et on le fait, organiser des parcours sur le plan international. Si je prends l'exemple des activités de supervision de cybersécurité, à partir de nos SOC, nos centres opérationnels de cybersécurité, on a la chance d'avoir 5 SOC, et donc on peut faire tourner des gens entre la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, Hong Kong, et l'Australie même, ce qui permet d'acquérir d'autres types de compétences, là pas forcément techniques, mais aussi culturelles ou linguistiques, ce qui est très important. Voilà, donc je conclus en disant que cette guerre des talents, elle existe, mais je ne crois pas du tout qu'elle soit perdue. Je pense que tout le monde a bien conscience aujourd'hui des enjeux qui sont les nôtres, et en particulier donc les enjeux de formation, mais aussi de rétention des talents. Et c'est un sujet sur lequel je crois Thales se porte bien, puisqu'on est régulièrement cité parmi les entreprises les plus attractives dans un certain nombre de classements, qu'il s'agisse de Capital, de Universum, de Glassdoor ou d'autres encore. Et bien sûr les réseaux sociaux, LinkedIn et autres, dont vous savez qu'aujourd'hui les collaborateurs y expriment leurs attentes et aussi leurs jugements vis-à-vis de leur employeur.